L'affaire Le Rouge, partie 10, chapitre 16. Monsieur Daburon avait été surpris de la visite de Claire. Monsieur de Commarin le fut bien davantage lorsque son valet de chambre, se penchant à son oreille, lui annonça que mademoiselle d'Arlange demandait à monsieur le comte un instant d'entretien. Monsieur Daburon avait laissé choir une coupe admirable. Monsieur de Commarin, qui était à table, laissa tomber son couteau sur son assiette. Comme le juge encore, il répéta « Claire ?» Il hésitait à la recevoir, redoutant une scène pénible et désagréable. Elle ne pouvait avoir, il ne l'ignorait pas, qu'une très faible affection pour lui qu'il avait si longtemps repoussé avec tant d'obstination. Que lui voulait-elle ? Sans doute, elle venait pour s'informer d'Albert. Que répondrait-il ? Elle aurait probablement une attaque de nerfs, et sa digestion, à lui, en serait troublée. Cependant, il songea à l'immense douleur qu'elle avait dû éprouver, et il eut un bon mouvement. Il se dit qu'il serait mal et indigne de son caractère de se celer pour celle qui aurait été sa fille, la vicomtesse de Commarin. Il donna l'ordre de la prier d'attendre un moment dans un des petits salons du rez-de-chaussée. Il ne tarda pas à s'y rendre, son appétit ayant été coupé par la seule annonce de cette visite. Il était préparé à tout ce qu'il y a de plus fâcheux. Dès qu'il parut, Claire s'inclina devant lui avec une de ces belles révérences de dignité première qu'enseignait madame la marquise d'Arlange. « Monsieur le comte, » commença-t-elle. « Vous venez, n'est-il pas vrai, ma pauvre enfant, chercher des nouvelles de ce malheureux ?» demanda monsieur de Commarin. Il interrompait Claire et allait droit au but pour en finir au plus vite. « Non, monsieur le comte, » répondit la jeune fille. « Je viens vous en donner au contraire. Vous savez qu'il est innocent ?» Le comte la regarda bien attentivement, persuadé que la douleur lui avait troublé sa raison. Sa folie, en ce cas, était fort calme. « Je n'en avais jamais douté, » continua Claire. « Mais maintenant, j'en ai la preuve la plus certaine. »« Songez-vous bien à ce que vous avancez, mon enfant ?» interrogea le comte, dont les yeux trahissaient la défiance. Mademoiselle d'Arlange comprit les pensées du vieux gentilhomme. Son entretien avec monsieur Daburon lui avait donné de l'expérience. « Je n'avance rien qui ne soit de la dernière exactitude, » répondit-elle, « et facile à vérifier. Je sors à l'instant de chez le juge d'instruction, monsieur Daburon, qui est des amis de ma grand-mère, et après ce que je lui ai révélé, il est persuadé qu'Albert n'est pas coupable. »« Il vous l'a dit, Claire ?» s'exclama le comte. « Mon enfant, en êtes-vous sûre ? Ne vous trompez-vous pas ? » ?»« Non, monsieur, je lui ai appris une chose que tout le monde ignorait, qu'Albert, qui est un gentilhomme, ne pouvait lui dire. Je lui ai appris qu'Albert a passé avec moi dans le jardin de ma grand-mère toute cette soirée où le crime a été commis. Il m'avait demandé un rendez-vous. »« Mais votre parole ne peut suffire. »« Il y a des preuves, et la justice les a maintenant. »« Est-ce bien possible, grand Dieu ?» s'écria le comte hors de lui. « Ah, monsieur le comte, » fit amèrement mademoiselle d'Arlange, « vous êtes comme le juge. Vous avez cru l'impossible. Vous êtes son père et vous l'avez soupçonné. Vous ne le connaissez donc pas. Vous l'abandonniez sans chercher à le défendre. Ah, je n'ai pas hésité, moi. » On croit aisément à la vraisemblance de ce qu'on désire de toute son âme. Monsieur de Commarin ne devait pas être difficile à convaincre. Sans raisonnement, sans discussion, il ajouta foi aux assertions de Claire. Il partagea son assurance sans se demander si cela était sage et prudent. Oui, il avait été accablé par la certitude du juge. Il s'était dit que l'invraisemblance était vraie et il avait courbé le front. Un mot d'une jeune fille le ramenait. Albert innocent. Cette pensée descendait sur son cœur comme une rosée céleste. Claire lui apparaissait ainsi qu'une messagère de bonheur et d'espoir. Depuis 3 jours seulement, il avait mesuré la grandeur de son affection pour Albert. Il l'avait tendrement aimé, puisque jamais, malgré ses affreux soupçons sur sa paternité, il n'avait pu se résigner à l'éloigner de lui. Depuis 3 jours, le souvenir du crime imputé à ce malheureux, l'idée du châtiment qui l'attendait, le tuait. Et il était innocent ? Plus de honte,
plus de procès scandaleux, plus de boue sur l'écusson. Le nom de Comarin ne retentirait pas devant les tribunaux. « Mais alors, mademoiselle, demanda le comte, on va le relâcher ?»« Hélas, monsieur, je demandais, moi, qu'on le mît en liberté à l'instant même. C'est juste, n'est-ce pas, puisqu'il n'est pas coupable. Mais le juge m'a répondu que ce n'était pas possible, qu'il n'est pas le maître, que le sort d'Albert dépend de beaucoup de personnes. C'est alors que je me suis décidée à venir vous demander assistance. Puis-je donc quelque chose ? Je l'espère, du moins. Je ne suis qu'une pauvre fille bien ignorante, moi, et je ne connais personne au monde. Je ne sais pas ce qu'on peut faire pour qu'on ne le retienne plus en prison. Il doit cependant y avoir un moyen de se faire rendre justice. Est-ce que vous n'allez pas tout tenter, monsieur le comte, vous qui êtes son père ? Si, répondit vivement monsieur de Comarin, si, et sans perdre une minute. Depuis l'arrestation d'Albert, le comte était resté plongé dans une morne stupeur. Dans sa douleur profonde, ne voyant autour de lui que ruines et désastres, il n'avait rien fait pour secouer l'engourdissement de sa pensée. Cet homme, si actif d'ordinaire, remuant jusqu'à la turbulence, avait été stupéfié. Il se plaisait dans cet état de paralysie cérébrale qui l'empêchait de sentir la vivacité de son malheur. La voix de Claire sonna à son oreille comme la trompette de la résurrection. La nuit affreuse se dissipait, il entrevoyait une lueur à l'horizon. Il retrouva l'énergie de sa jeunesse. « Marchons !» dit-il. Mais soudain, sa physionomie rayonnante se voila d'une tristesse mêlée de colère. « Mais encore !» reprit-il. « Où ? À quelle porte frapper sûrement ? Dans un autre temps, je serais allé trouver le roi. Mais aujourd'hui, votre empereur lui-même ne saurait se mettre au-dessus de la loi. Il me répondrait d'attendre la décision de ces messieurs du tribunal et qu'il ne peut rien. Attendre, et Albert compte les minutes avec une mortelle angoisse. Certainement, on obtient justice. Seulement, se la faire rendre promptement est un art qui s'enseigne dans des écoles que je n'ai pas fréquentées. « Essayons toujours, monsieur, » insista Claire. « Allons trouver les juges, les généraux, les ministres, que sais-je, moi. Conduisez-moi simplement, je parlerai, moi, et vous verrez si nous ne réussissons pas. » Le comte prit entre ses mains les petites mains de Claire et les retint un moment, les pressant avec une paternelle tendresse. « Brave fille !» s'écria-t-il. « Vous êtes une brave et courageuse fille, Claire. Bon sang ne peut mentir. Je ne vous connaissais pas. Oui, vous serez ma fille. Et vous serez heureux, Albert et vous. Mais nous ne pouvons pourtant pas nous lancer comme des étourneaux. Il nous faudrait, pour m'indiquer à qui je dois m'adresser, un guide quelconque, un avocat, un avoué. « Ah !» s'écria-t-il, « nous tenons notre affaire, Noël !» Claire leva sur le comte ses beaux yeux surpris. « C'est mon fils, » répondit monsieur de Comarin, visiblement embarrassé. « Mon autre fils, le frère d'Albert. Le meilleur et le plus digne des hommes, » ajouta-t-il, rencontrant fort à propos une phrase toute faite de monsieur Daburon. « Il est avocat, il sait son palais sur le bout du doigt, il nous renseignera. » Ce nom de Noël, ainsi jeté au milieu de cette conversation, qu'enchantait l'espérance, serra le cœur de Claire. Le comte s'aperçut de son effroi. « Soyez sans inquiétude, cher enfant, reprit-il. Noël est bon, et je vous dirai plus, il aime Albert. Ne hochez pas la tête ainsi, jeune sceptique. Noël m'a dit ici même qu'il ne croyait pas à la culpabilité d'Albert. Il m'a déclaré qu'il allait tout faire pour dissiper une erreur fatale et qu'il voulait être son avocat. » Ces affirmations ne semblèrent pas rassurer la jeune fille. Elle se disait « Qu'a-t-il donc fait pour Albert, ce Noël ?» Pourtant, elle ne répliqua pas. « Nous allons l'envoyer chercher, » continua monsieur de Comarin. « Il est en ce moment près de la mère d'Albert qu'il a élevée et qui se meurt. »« La mère d'Albert ?»« Oui, mon enfant, Albert vous expliquera ce qui peut vous paraître une énigme. En ce moment, le temps nous presse, mais j'y pense. » Il s'arrêta brusquement. Il pensait qu'au lieu d'envoyer chercher Noël chez madame Gerdy, il pouvait s'y rendre. Ainsi, il verrait Valérie, et depuis si longtemps il désirait la revoir. Il est de ces démarches auxquelles le cœur pousse, et qu'on ose risquer cependant, parce que 1000 raisons subtiles ou intéressées arrêtent. On souhaite, on a envie, on voudrait,
et pourtant on lutte, on combat, on résiste. Mais vienne une occasion, on est tout heureux de la saisir aux cheveux. Alors, vis-à-vis de soi, on a une excuse. Tout en cédant à l'impulsion de sa passion, on peut se dire « Ce n'est pas moi qui l'ai voulu, c'est le sort ». « Il serait plus court, observa le comte, d'aller trouver Noël. »« Partons, monsieur. »« C'est que, ma chère enfant, dit en hésitant le vieux gentilhomme, c'est que je ne sais si je puis, si je dois vous emmener. Les convenances. »« Eh, monsieur, il s'agit bien de convenances, répliqua impétueusement Claire. Avec vous et pour lui, ne puis-je pas aller partout? N'est-il pas indispensable que je donne des explications? Envoyez seulement prévenir ma grand-mère par Schmitt, qui reviendra ici attendre notre retour. Je suis prête, monsieur. Soit, dit le comte. Et sonnant à tout rompre, il cria « Ma voiture !» Pour descendre le perron, il voulut absolument que Claire prît son bras. Le galant et élégant gentilhomme du comté d'Artois reparaissait. « Vous m'avez ôté 20 ans de dessus la tête, disait-il. Il est bien juste que je vous fasse hommage de la jeunesse que vous me rendez. » Lorsque Claire fut installée, « Rue Saint-Lazare, dit-il au valet de pied, et vite !» Quand le comte disait en montant en voiture « et vite », les passants n'avaient qu'à bien se garer. Le cocher était un habile homme, on arriva sans accident. Aidés des indications du portier, le comte et la jeune fille se dirigèrent vers l'appartement de madame Gerdy. Le comte monta lentement, se tenant fortement à la rampe, s'arrêtant à tous les paliers pour respirer. Il allait donc la revoir. L'émotion lui serrait le cœur comme dans un étau. « Monsieur Noël Gerdy ?» demanda-t-il à la domestique. L'avocat venait de sortir à l'instant. On ne savait où il était allé, mais il avait dit qu'il ne serait pas absent plus d'une demi-heure. « Nous l'attendrons donc, » dit le comte. Il s'avança et la bonne s'effaça pour le laisser passer ainsi que Claire. Noël avait formellement défendu d'admettre qui que ce fût, mais l'aspect du comte de Comarin était de ceux qui font oublier aux domestiques toutes leurs consignes. 3 personnes se trouvaient dans le salon où la bonne introduisit le comte et mademoiselle d'Arlange. C'était le curé de la paroisse, le médecin et un homme de haute stature, officier de la Légion d'honneur, dont la tenue et la tournure trahissaient l'ancien soldat. Ils causaient, debout près de la cheminée, et l'arrivée d'étrangers parut les étonner beaucoup. Tout en s'inclinant pour répondre au salut de M. de Comarin et de Claire, ils s'interrogeaient et se consultaient du regard. Ce mouvement d'hésitation fut court. Le militaire dérangea un fauteuil qu'il roula près de mademoiselle d'Arlange. Le comte crut comprendre que sa présence était importune. Il ne pouvait se dispenser de se présenter lui-même et d'expliquer sa visite. « Vous m'excuserez, messieurs, dit-il, si je suis indiscret. Je ne pensais pas l'être en demandant à attendre Noël, que j'ai le plus pressant besoin de voir. Je suis le comte de Comarin. » À ce nom, le vieux soldat lâcha le fauteuil dont il tenait encore le dossier et se redressa de toute la hauteur de sa taille. Un éclair de colère brilla dans ses yeux, et il eut un geste menaçant. Ses lèvres se remuèrent pour parler, mais il se contint et se retira, la tête baissée, près de la fenêtre. Ni le comte, ni les 2 autres hommes ne remarquèrent ces divers mouvements. Ils n'échappèrent pas à Claire. Pendant que mademoiselle d'Arlange s'asseyait, passablement interdite, le comte, assez embarrassé lui-même de sa contenance, s'approcha du prêtre et à voix basse demanda « Quel est, je vous prie, monsieur l'abbé, l'état de madame Gerdy ?» Le docteur, qui avait l'oreille fine, entendit la question et s'avança vivement. Il était bien aise de parler à un personnage presque célèbre comme le comte de Comarin et d'entrer en relation avec lui. « Il est à croire, monsieur le comte, répondit-il, qu'elle ne passera pas la journée. » Le comte appuya sa main sur son front comme s'il y eût ressenti une douleur. Il hésitait à interroger encore. Après un moment de silence glacial, il se décida pourtant. « A-t-elle repris connaissance ?» murmura-t-il. « Non, monsieur. Depuis hier soir, cependant, nous avons de grands changements. Elle a été fort agitée. Toute la nuit, elle a eu des moments de délire furieux. Il y a 1 heure, on a pu supposer que la raison lui revenait et on a envoyé chercher monsieur le curé. »
Oh, bien inutilement, répondit le prêtre, et c'est un grand malheur. La tête n'y est plus du tout. Pauvre femme, il y a 10 ans que je la connais. Je venais la voir presque toutes les semaines. Il est impossible d'en imaginer une plus excellente. Elle doit souffrir horriblement, dit le docteur. Presque aussitôt, et comme pour donner raison au médecin, on entendit des cris étouffés partant de la chambre voisine, dont la porte était restée ouverte. « Entendez-vous » dit le comte en tressaillant de la tête aux pieds. Claire ne comprenait rien à cette scène étrange. De sinistres pressentiments l'oppressaient. Elle se sentait comme enveloppée par une atmosphère de malheur. La frayeur la prenait. Elle se leva et s'approcha du comte. « Elle est sans doute là ?» demanda M. de Commarin. « Oui, monsieur », répondit d'une voix dure le vieux soldat qui s'était avancé, lui aussi. À tout autre moment, le comte aurait remarqué le ton de ce vieillard et s'en serait choqué. Il ne leva pas même les yeux sur lui. Il restait insensible à tout. N'était-elle pas là, à 2 pas de lui? Sa pensée anéantissait le temps. Il lui semblait que c'était hier qu'il l'avait quitté pour la dernière fois. « Je voudrais bien la voir » demanda-t-il presque timidement. « Cela est impossible » répondit le militaire. « Pourquoi » balbutia le comte. « Au moins, » reprit le soldat, « laissez-la mourir en paix, monsieur de Commarin. » Le comte se recula comme s'il eût été menacé. Ses yeux rencontrèrent ceux du vieux soldat. Il les baissa ainsi qu'un coupable devant son juge. « Mais rien ne s'oppose à ce que monsieur entre chez madame Gerdy, » reprit le médecin qui voulut ne rien voir. « Elle ne s'apercevra probablement pas de sa présence, et quand même... »« Oh, elle ne s'apercevra de rien, » appuya le prêtre. « Je viens de lui parler, de lui prendre la main, elle est restée insensible. » Le vieux soldat réfléchissait profondément. « Entrez, dit-il enfin au comte. Peut-être est-ce Dieu qui le veut. » Il chancelait à ce point que le docteur voulait le soutenir. Il le repoussa doucement. Le médecin et le prêtre étaient entrés en même temps que lui. Claire et le vieux soldat restaient sur le seuil de la porte placée en face du lit. Le comte fit 3 ou 4 pas et fut contraint de s'arrêter. Il voulait, mais il ne pouvait aller plus loin. Cette mourante, était-ce bien Valérie? Il avait beau fouiller ses souvenirs, rien dans ses traits flétris, rien sur ce visage bouleversé ne lui rappelait la belle, l'adorée Valérie de sa jeunesse. Il ne la reconnaissait pas. Elle le reconnut bien, elle, ou plutôt elle le devina. Elle se dressa, découvrant ses épaules et ses bras amaigris. D'un geste violent, elle repoussa le bandeau de glace pilé posé sur son front, rejetant en arrière sa chevelure abondante encore, trempée d'eau et de sueur, qui s'éparpilla sur l'oreiller. « Guy !» s'écria-t-elle. « Guy !» Le comte frémit jusqu'au fond de ses entrailles. Il demeurait plus immobile que ces malheureux qui, selon la croyance populaire, frappés de la foudre, restent debout, mais tombent en poussière dès qu'on les touche. Il ne put apercevoir ce que virent les personnes présentes, la transfiguration de la malade. Ses traits contractés se détendirent. Une joie céleste inonda son visage et ses yeux creusés par la maladie prirent une expression de tendresse infinie. « Guy !» disait-elle d'une voix navrante de douceur. « Te voici donc enfin ! Comme il y a longtemps, mon Dieu, que je t'attends. Tu ne peux pas savoir tout ce que ton absence m'a fait souffrir. Je serais morte de douleur, sans l'espérance de te revoir qui me soutenait. On t'a retenu loin de moi. Qui ? Tes parents, encore ? Les méchantes gens. Tu ne leur as donc pas dit que nul ici-bas ne t'aime autant que moi ? Non, ce n'est pas cela. Je me souviens. N'ai-je pas vu ton air irrité lorsque tu es parti ? Tes amis ont voulu te séparer de moi. Ils t'ont dit que je te trahissais pour un autre. À qui donc ai-je fait du mal pour avoir des ennemis ? C'est que mon bonheur blessait l'envie. Nous étions si heureux. Mais tu ne l'as pas cru, cette calomnie absurde. Tu l'as méprisée, puisque te voici. » La religieuse, qui s'était levée en voyant tout le monde envahir la chambre de sa malade, ouvrait de grands yeux ahuris. « Moi, te trahir ?» continuait la mourante.
Il faudrait être fou pour le croire. Est-ce que je ne suis pas ton bien, ta propriété, quelque chose de toi? Pour moi tu es tout, et je ne saurais rien attendre ni espérer d'un autre que tu ne m'aies donné déjà. Ne t'ai-je pas appartenu corps et âme dès le premier jour? Je n'ai pas lutté, va, pour me donner à toi tout entière. Je sentais que j'étais née pour toi, Guy. Te souviens-tu de cela? Je travaillais pour une dentelière et je ne gagnais pas de quoi vivre. Toi, tu m'avais dit que tu faisais ton droit et que tu n'étais pas riche. Je croyais que tu te privais pour m'assurer un peu de bien-être. Tu avais voulu faire arranger notre petite mansarde du quai Saint-Michel. Était-elle jolie, avec ce frais papier à bouquet que nous avions collé nous-mêmes? Comme elle était gaie. De la fenêtre, on apercevait ces grands arbres des Tuileries, et, en nous penchant un peu, nous pouvions voir sous les arches des ponts le coucher du soleil. Le bon temps. La première fois que nous sommes allés à la campagne ensemble, un dimanche, tu m'avais apporté une belle robe, comme je n'osais en rêver, et des bottines si mignonnes que je trouvais qu'il était dommage de les mettre pour marcher dehors. Mais tu m'avais trompée. Tu n'étais pas un pauvre étudiant. Un jour, en allant porter mon ouvrage, je te rencontrai dans une voiture superbe, derrière laquelle se tenaient de grands laquais amarrés d'or. Je ne pouvais en croire mes yeux. Le soir, tu m'as dit la vérité, que tu étais noble, immensément riche. Oh, mon bien-aimé, pourquoi m'avoir avoué cela? Avait-elle sa raison? Était-ce le délire qui parlait? De grosses larmes roulaient sur le visage ridé du comte de Comarin, et le médecin et le prêtre étaient émus de ce spectacle si douloureux d'un vieillard qui pleure comme un enfant. La veille encore, le comte croyait son cœur bien mort, et il suffisait de cette voix pénétrante pour lui rendre les fraîches et fortes sensations de la jeunesse. Combien d'années pourtant s'étaient écoulées depuis? Alors, poursuivait madame Gerdy, il fallut abandonner le quai Saint-Michel. Tu le voulais. J'obéis malgré mes pressentiments. Tu me dis que, pour te plaire, je devais ressembler à une grande dame. Tu m'avais donné des maîtres, car j'étais si ignorante qu'à peine je savais signer mon nom. Te rappelles-tu la drôle d'orthographe de ma première lettre? Ah, Guy, que n'étais-tu, en effet, un pauvre étudiant? Depuis que je te sais si riche, j'ai perdu ma confiance, mon insouciance et ma gaieté. Si tu allais me croire avide, si tu allais imaginer que ta fortune me touche, les hommes qui, comme toi, ont des millions doivent être bien malheureux. Je comprends qu'ils soient incrédules et pleins de soupçons. Sont-ils sûrs jamais si c'est eux qu'on aime ou leur argent? Ce doute affreux qui les déchire les rend défiants, jaloux et cruels. Oh, mon unique ami, pourquoi avons-nous quitté notre chère mansarde? Là nous étions heureux. Que ne m'as-tu laissé toujours où tu m'avais trouvé? Ne savais-tu donc pas que la vue du bonheur blesse et irrite les hommes? Sage, nous devions cacher le nôtre comme un crime. Tu croyais m'élever, tu m'as abaissé. Tu étais fier de notre amour, tu l'as affiché. Vainement je te demandais en grâce de rester obscur et inconnu. Bientôt toute la ville a su que j'étais ta maîtresse. Il n'était bruit dans ton monde que de tes prodigalités pour moi. Combien je rougissais de ce luxe insolent que tu m'imposais. Tu étais content parce que ma beauté devenait célèbre. Je pleurais, moi, parce que ma honte le devenait aussi. On parlait de moi comme de ces femmes qui font métier d'inspirer aux hommes les plus grandes folies. N'ai-je pas vu mon nom dans un journal? Tu allais te marier. C'est par ce journal que je l'ai appris. Malheureuse. Je devais te fuir. Je n'ai pas eu ce courage. Je me suis lâchement résignée au plus humiliant, au plus coupable des partages. Tu t'es mariée et je suis restée ta maîtresse. Oh, quel supplice! Quelle soirée affreuse! J'étais seule, chez moi, dans cette chambre toute palpitante de toi, et tu en épousais une autre. Je me disais, à cette heure, une chaste et noble jeune fille va se donner à lui. Je me disais, quel serment fait cette bouche qui s'est si souvent appuyée sur mes lèvres? Souvent, depuis l'horrible malheur,
Je demande au bon Dieu quel crime j'ai commis pour être si impitoyablement châtiée. Le crime, le voilà. Je suis restée ta maîtresse. Et ta femme est morte. Je ne l'ai vue qu'une fois, quelques minutes à peine, mais elle t'a regardé. Et j'ai compris qu'elle t'aimait autant que moi, Guy. C'est notre amour qui l'a tuée. Elle s'arrêta, épuisée, mais aucun des assistants ne se permit un mouvement. Ils écoutaient religieusement, avec une émotion fiévreuse, ils attendaient. Mademoiselle d'Arlange n'avait pas eu la force de rester debout. Elle s'était laissée glisser à genoux et elle pressait son mouchoir sur sa bouche pour étouffer ses sanglots. Cette femme n'était-elle pas la mère d'Albert ? Seule la digne religieuse n'était point émue. Elle avait vu, ainsi qu'elle se le disait, bien d'autres délires. Rien, elle ne comprenait absolument rien à cette scène. « Ces gens-ci sont fous, pensait-elle, de donner tant d'attention aux divagations d'une insensée. » Elle crut qu'elle devait avoir de la raison pour tous. S'avançant vers le lit, elle voulait faire rentrer la malade sous ses couvertures. « Allons, madame, couvrez-vous, vous allez attraper froid. »« Ma sœur, » murmurèrent en même temps le médecin et le prêtre. « Tonnerre de Dieu !» s'écria le vieux soldat. « Laissez-la donc parler !»« Qui donc ?» reprit la malade, insensible à tout ce qui se passait autour d'elle. « Qui donc a pu te dire que je te trahissais ? Oh, les infâmes ! On m'a fait espionner, n'est-ce pas ? Et on a découvert que souvent il venait chez moi un officier. Eh bien, mais cet officier est mon frère, mon cher Louis. Comme il venait d'avoir 18 ans et que l'ouvrage manquait, il s'est engagé soldat en disant à ma mère « Ce sera toujours une bouche de moins à la maison ». C'est un bon sujet et ses chefs l'ont aimé tout de suite. Il a travaillé au régiment. Il s'est instruit et on l'a fait monter bien vite en grade. On l'a nommé lieutenant, capitaine. Il est devenu chef d'escadron. Il m'a toujours aimé, Louis. S'il était resté à Paris, je ne serais pas tombée. Mais notre mère est morte, et je me suis trouvée toute seule au milieu de cette grande ville. Il était sous-officier quand il a su que j'avais un amant. J'ai cru qu'il ne me reverrait jamais. Pourtant, il m'a pardonné en disant que la constance à une faute comme la mienne est sa seule excuse. Va, mon ami, il était plus jaloux de ton bonheur que toi-même. Il venait, mais en se cachant. Je l'avais mis dans cette position affreuse de rougir de sa sœur. Je m'étais, moi, condamnée à ne jamais parler de lui, à ne pas prononcer son nom. Un noble soldat pouvait-il avouer qu'il était le frère d'une femme entretenue par un comte ? Pour qu'on ne le vît pas, je prenais les plus minutieuses précautions. À quoi ont-elles servi ? Hélas, à te faire douter de moi. Quand il a su ce qu'on disait, il voulait, dans son aveugle colère, te provoquer en duel. Et alors il m'a fallu lui prouver qu'il n'avait même pas le droit de me défendre. Quelle misère ! Ah, j'ai payé bien cher mes années de bonheur volé. Mais te voici, tout est oublié. Car tu me crois, n'est-il pas vrai, Guy ? J'écrirai à Louis. Il viendra, il te dira que je ne mens pas. Et tu ne douteras pas de sa parole, à lui, un soldat. Oui, sur mon honneur, prononça le vieux soldat. Ce que ma sœur dit est la vérité. La mourante ne l'entendit pas. Elle continuait d'une voix que la lassitude faisait halter. Comme ta présence me fait du bien, je sens que je renais. J'ai failli tomber malade. Je ne dois pas être jolie aujourd'hui. N'importe. Embrasse-moi. Elle tendait les bras et avançait les lèvres, comme pour donner des baisers. Mais c'est à une condition, Guy. Tu me laisseras mon enfant. Oh, je t'en supplie, je t'en conjure. Ne me le prends pas, laisse-le-moi. Une mère sans son enfant, que veux-tu qu'elle devienne ? Tu me le demandes pour lui donner un nom illustre et une fortune immense. Non. Tu me dis que ce sacrifice fera son bonheur. Non. Mon enfant est à moi. Je le garderai. La terre n'a ni honneur ni richesse qui puisse remplacer une mère veillant sur un berceau. Tu veux, en échange, me donner l'enfant de l'autre ?
Jamais. Quoi? C'est cette femme qui embrasserait mon fils? C'est impossible. Retirez d'auprès de moi cet enfant étranger. Il me fait horreur. Je veux le mien. Malheureux, n'insiste pas. Ne me menace pas de ta colère, de ton abandon. Je céderai et je mourrai après. Guy, renonce à ce projet fatal. La pensée seule est un crime. Quoi? Mes prières? Mes pleurs? Rien ne t'émeut? Eh bien, Dieu nous punira. Tremble pour notre vieillesse. Tout se sait. Un jour viendra où les enfants nous demanderont des comptes terribles. Ils se lèveront pour nous maudire. Guy, j'entrevois l'avenir. Je vois mon fils justement irrité s'avancer vers moi. Que dit-il, grand Dieu? Oh, ces lettres, chers souvenirs de nos amours. Mon fils, il me menace, il me frappe. À moi, à l'aide. Un fils frapper sa mère. Ne le dites à personne, au moins. Dieu, que je souffre. Il sait pourtant bien que je suis sa mère. Il feint de ne pas me croire. Seigneur, c'est trop souffrir. Guy, pardon. Oh, mon unique ami. Je n'ai ni la force de résister, ni le courage d'obéir. À ce moment, la seconde porte de la chambre donnant sur le palier s'ouvrit et Noël parut, pâle comme à l'ordinaire, mais calme et tranquille. La mourante le vit et éprouva comme un choc électrique. Une secousse terrible ébranla son corps. Ses yeux s'agrandirent démesurément, ses cheveux se dressèrent. Elle se souleva sur ses oreillers, roidissant son bras dans la direction de Noël, et d'une voix forte, elle cria « Assassin !» Une convulsion la rabattit sur son lit. On s'approcha. Elle était morte. Un grand silence se fit. Telle est la majesté de la mort et la terreur qui s'en dégage, que devant elle, les plus forts et les plus sceptiques courbent le front et s'inclinent. Pour un moment, les passions et les intérêts se taisent. Involontairement, nous nous recueillons, lorsqu'en notre présence s'exhale le dernier soupir d'un d'entre nous. Tous les assistants, d'ailleurs, étaient profondément émus de cette scène déchirante, de cette confession suprême arrachée au délire et à la douleur. Mais ce mot « assassin », le dernier de Madame Gerdy, ne surprit personne. Tous, à l'exception de la sœur, savaient l'affreuse accusation qui pesait sur Albert. À lui s'adressait la malédiction de cette mère infortunée. Noël paraissait navré. Agenouillé près du lit de celle qui lui avait servi de mère, il avait pris une de ses mains et la tenait collée sur ses lèvres. « Morte !» gémissait-il. « Elle est morte !» Près de lui, la religieuse et le prêtre s'étaient mis à genoux et récitaient à demi-voix les prières des morts. Ils imploraient de Dieu, pour l'âme de la trépassée, sa paix et sa miséricorde. Ils demandaient un peu de bonheur au ciel pour celle qui avait tant souffert sur cette terre. Renversé sur un fauteuil, la tête en arrière, le comte de Commarin était plus défait et plus livide que cette morte. Sa maîtresse, autrefois si belle. Claire et le docteur s'empressaient autour de lui. Il avait fallu retirer sa cravate et dénouer le col de sa chemise. Il suffoquait. Avec l'aide du vieux soldat, dont les yeux rouges et gonflés disaient la douleur comprimée, on avait roulé le fauteuil du comte près de la fenêtre entr'ouverte pour lui donner un peu d'air. 3 jours auparavant, cette scène l'aurait tué. Mais le cœur s'endurcit au malheur comme les mains au travail. « Les larmes l'ont sauvé », dit le docteur à l'oreille de Claire. Monsieur de Commarin, en effet, reprenait peu à peu ses sens, et avec la netteté de la pensée, la faculté de souffrir lui revenait. L'anéantissement suit les grandes secousses de l'âme. Il semble que la nature se recueille pour soutenir le malheur. On n'en sent pas d'abord toute la violence. C'est après seulement qu'on sonde l'étendue et la profondeur du mal. Les regards du comte s'arrêtaient sur ce lit où gisait le corps de Valérie. C'était donc là tout ce qui restait d'elle. L'âme, cette âme si dévouée et si tendre, s'était envolée.
Que n'eût-il pas donné pour que Dieu rendît à cet infortuné un jour, 1 heure seulement de vie et de raison? Avec quel transport de repentir il se serait jeté à ses pieds pour lui demander grâce, pour lui dire combien il avait horreur de sa conduite passée. Comment avait-il reconnu l'inépuisable amour de cet ange? Sur un soupçon, sans daigner s'informer, sans l'entendre, il l'avait accablé du plus froid mépris. Que ne l'avait-il revu? Il se serait épargné 20 ans de doutes affreux au sujet de la naissance d'Albert. Au lieu d'une existence d'isolement, il pouvait avoir une vie heureuse et douce. Alors il se rappelait la mort de la comtesse. Celle-là aussi l'avait aimé, et jusqu'à en mourir. Il ne les avait pas comprises, il les avait tuées toutes deux. L'heure de l'expiation était venue, et il ne pouvait pas dire « Seigneur, le châtiment est trop grand ». Et quelle punition, cependant! Que de malheur depuis 5 jours! Oui, balbutia-t-il, oui, elle me l'avait prédit. Que ne l'ai-je écouté? Le frère de madame Gerdy eut pitié de ce vieillard si impitoyablement éprouvé. Il lui tendit la main. « Monsieur de Commarin, dit-il d'une voix grave et triste, il y a longtemps que ma sœur vous a pardonné, si toutefois elle vous en a jamais voulu. Aujourd'hui, c'est moi qui vous pardonne. »« Merci, monsieur, balbutia le comte. Merci. » Et il ajouta, « Quelle mort, grand Dieu !»« Oui, murmura Claire. Elle a rendu le dernier soupir avec cette idée que son fils a commis un crime. Et n'avoir pu la détromper. Au moins, s'écria le comte, faut-il que son fils soit libre pour lui rendre les derniers devoirs. Oui, il le faut. Noël. L'avocat s'était rapproché de son père et avait entendu. Je vous ai promis, mon père, répondit-il, de le sauver. Pour la première fois, mademoiselle d'Arlange envisagea Noël. Leurs regards se croisèrent, et elle ne fut pas maîtresse d'un mouvement de répulsion qui fut vu de l'avocat. « Albert est maintenant sauvé, dit-elle fièrement. Ce que nous demandons, c'est qu'on nous fasse prompte justice, c'est qu'il soit remis en liberté à l'instant. Le juge sait maintenant la vérité. » « Comment, la vérité ?» interrogea l'avocat. « Oui, Albert a passé chez moi, avec moi, la nuit du crime. » Noël la regarda d'un air surpris. Un aveu si singulier dans une telle bouche, sans explication, avait bien de quoi surprendre. Elle se redressa, magnifique d'orgueil. « Je suis mademoiselle Claire d'Arlange, monsieur, dit-elle. » Monsieur de Commarin raconta alors rapidement tous les incidents rapportés par Claire. Quand il eut terminé, « Monsieur, répondit Noël, vous voyez ma situation en ce moment, dès demain. »« Demain » interrompit le comte d'une voix indignée. « Vous parlez, je crois, d'attendre à demain. L'honneur commande, monsieur. Il faut agir aujourd'hui même, à l'instant. Le moyen, pour vous, d'honorer cette pauvre femme n'est pas de prier pour elle. Délivrer son fils. » Noël s'inclina profondément. « Entendre votre volonté, monsieur, dit-il, c'est obéir. Je pars. Ce soir, à l'hôtel, j'aurai l'honneur de vous rendre compte de mes démarches. Peut-être me sera-t-il donné de vous ramener Albert. » Il dit, et, embrassant une dernière fois la morte, il sortit. Bientôt le comte et mademoiselle d'Arlange se retirèrent. Le vieux soldat était allé à la mairie faire sa déclaration de décès et remplir les formalités indispensables. La religieuse resta seule en attendant le prêtre que le curé avait promis d'envoyer pour garder le corps. La fille de Saint-Vincent n'éprouvait ni crainte ni embarras. Tant de fois elle s'était trouvée dans des circonstances pareilles. Ses prières dites, elle s'était relevée, et déjà elle allait et venait dans la chambre, disposant tout comme on doit le faire quand un malade a rendu le dernier soupir. Elle faisait disparaître les traces de la maladie, cachait les fioles et les petits pots, brûlait du sucre sur une pelle rougie, et sur une table recouverte d'une serviette blanche, à la tête du lit, elle allumait des bougies et plaçait un crucifix avec un bénitier et la branche de buis bénie. Chapitre 17. Aussi troublée, aussi préoccupée que possible des révélations de mademoiselle d'Arlange,
M. Daburon gravissait l'escalier qui conduit aux galeries des juges d'instruction lorsqu'il fut croisé par le père Tabaret. Sa vue l'enchanta et tout aussitôt il l'appela. « Monsieur Tabaret !» Mais le bonhomme, qui donnait tous les signes de l'agitation la plus vive, n'était rien moins que disposé à s'arrêter, à perdre une minute. « Vous m'excuserez, monsieur, dit-il en saluant, on m'attend chez moi. J'espère cependant... » « Oh, il est innocent, interrompit le père Tabaret. J'ai déjà quelques indices, et avant 3 jours, mais vous allez entendre l'homme aux boucles d'oreilles de Gévrol. Il est très malin, Gévrol, je l'avais mal jugé. » Et sans écouter un mot de plus, il reprit sa course, sautant 3 marches à la fois, au risque de se rompre le cou. M. Daburon, désappointé, hâta le pas. Dans la galerie, devant la porte de son cabinet, sur le banc de bois grossier, Albert, assis près d'un garde de Paris, attendait. « On va vous appeler à l'instant, monsieur, » dit le juge au prévenu en ouvrant sa porte. Dans le cabinet, Constant causait avec un petit homme à figure chafouine qu'on aurait pu prendre à sa tenue pour un petit rentier des Batignolles, sans l'énorme épingle en faux qui constellait sa cravate et trahissait l'agent de la sûreté. « Vous avez reçu mes lettres ?» demanda M. Daburon à son greffier. « Monsieur, vos ordres sont exécutés. Le prévenu est là, et voici monsieur Martin, qui arrive à l'instant du quartier des Invalides. » « Tout est donc pour le mieux, » fit le magistrat d'un ton satisfait. Et se retournant vers l'agent, « Eh bien, monsieur Martin, demanda-t-il, qu'avez-vous vu ? » ?»« Monsieur, il y a eu escalade. »« Y a-t-il longtemps ? » ?»« 5 ou 6 jours. »« Vous en êtes sûr ? » ?»« Non moins que je le suis de voir en ce moment monsieur Constant tailler une plume. »« Les traces sont visibles ? » ?»« Autant, monsieur, que le nez au milieu du visage, si j'ose m'exprimer ainsi. » Le voleur, s'il s'agit d'un voleur, je suppose, continua M. Martin qui était un beau parleur, a pénétré avant la pluie et s'est retiré après, ainsi que l'avait conjecturé M. le juge d'instruction. Cette circonstance est facile à déterminer quand on compare, le long du mur, du côté de la rue, les empreintes de la montée et celles de la descente. Ces empreintes sont des éraillures faites par le bout des pieds. Les unes sont nettes, les autres boueuses. Le gaillard, il est leste, ma foi, est entré à la force du poignet, mais, pour sortir, il s'est donné le luxe d'une échelle qui l'aura jeté à terre une fois en haut. On voit très bien où elle a été appliquée. En bas, à cause des trous, creusés par les montants. En haut, parce que la chaux est dégradée. « Est-ce là tout ? » demanda le juge. « Pas encore, monsieur. Ainsi, 3 culs de bouteilles qui garnissent la crête du mur ont été arrachés. Plusieurs branches des acacias qui s'étendent au-dessus du même mur ont été tortillées ou brisées. Même, aux épines de l'une de ces branches, j'ai recueilli un petit fragment de peau grise que voici, et qui me paraît provenir d'un gant. » Le juge prit ce fragment avec empressement. C'était bien un petit morceau de gant gris. « Vous vous êtes arrangé, je l'espère, monsieur Martin, » dit M. Daburon, « pour ne point éveiller l'attention dans la maison où vous avez fait cette enquête. »« Certes, monsieur, j'ai d'abord examiné l'extérieur à mon aise. Après quoi, déposant mon chapeau chez le marchand de vin du coin, je me suis présenté chez la marquise d'Arlange, en me donnant pour l'intendant d'une duchesse du voisinage, au désespoir d'avoir laissé échapper un perroquet adoré et éloquent, si je puis employer ce terme. On m'a donné de très bonne grâce la permission de fouiller le jardin, et comme j'ai dit le plus grand mal de ma prétendue maîtresse, on m'aura indubitablement pris pour un domestique. « Vous êtes un homme adroit et expéditif, monsieur Martin, » interrompit le juge. « Je suis très satisfait de vous et je le ferai savoir à qui de droit. » Il sonna pendant que l'agent, fier des éloges reçus, gagnait la porte à reculons et courbé en arc de cercle. Albert fut introduit. « Vous êtes-vous décidé, monsieur, » demanda sans préambule le juge d'instruction, « à donner l'emploi de votre soirée de mardi ? » « Je vous l'ai donné, monsieur. »« Non, monsieur, non. Et je regrette d'être obligé de vous dire que vous m'avez menti. » Albert, à cette injure, devint pourpre et ses yeux étincelèrent. « Ce que vous avez fait ce soir-là, » continua le juge, « je le sais, parce que la justice, je vous l'ai déjà dit, n'ignore rien de ce qu'il lui importe de connaître. » Il chercha le regard d'Albert, le rencontra et lentement dit « J'ai vu mademoiselle Claire d'Arlange. » À ce nom, les traits du prévenu,
contractés par une ferme volonté de ne pas se laisser abattre, se détendirent. On eût dit qu'il éprouvait une immense sensation de bien-être, comme un homme qui, par miracle, échappe à un péril éminent qu'il désespérait de conjurer. Pourtant, il ne répondit pas. « Mademoiselle d'Arlange, reprit le magistrat, m'a dit où vous étiez mardi soir. » Albert hésitait encore. « Je ne vous tends pas de piège, ajouta M. Daburon. Je vous en donne ma parole d'honneur. Elle m'a tout dit. Entendez-vous ? » Cette fois, Albert se décida à parler. Ses explications concordaient de point en point avec celles de Claire. Pas un détail de plus. Désormais, le doute devenait impossible. La bonne foi de mademoiselle d'Arlange ne pouvait avoir été surprise. Ou Albert était innocent, ou elle était sa complice. Pouvait-elle être sciemment la complice de ce crime odieux ? Non. Elle ne pouvait même être soupçonnée. Mais alors, où chercher l'assassin ? Car à la justice, lorsqu'elle découvre un crime, il faut un criminel. « Vous le voyez, monsieur, dit sévèrement le juge à Albert, vous m'aviez trompé. Vous risquiez votre tête, monsieur, et ce qui est bien autrement grave, vous m'exposiez. Vous exposiez la justice à une déplorable erreur. Pourquoi n'avoir pas dit d'abord la vérité ? Monsieur, répondit Albert, mademoiselle d'Arlange, en acceptant de moi un rendez-vous, m'avait confié son honneur. Et vous seriez mort plutôt que de parler de cette entrevue, interrompit M. Daburon avec une nuance d'ironie. Cela est beau, monsieur, et digne des anciens jours de la chevalerie. Je ne suis pas le héros que vous supposez, monsieur, dit simplement le prévenu. Si je vous disais que je ne comptais pas sur Claire, je mentirais. Je l'attendais. Je savais qu'en apprenant mon arrestation, elle braverait tout pour me sauver. Mais on pouvait lui cacher ce malheur, et c'est là ce que je redoutais. En ce cas, autant qu'on peut répondre de soi, je crois que je n'aurais pas prononcé son nom. Il n'y avait là nulle apparence de bravade. Ce qu'Albert disait, il le pensait et le sentait. M. Daburon regretta son ton ironique. « Monsieur, reprit-il d'une voix bienveillante, on va vous reconduire en prison. Je ne puis rien vous dire encore, cependant vous ne serez plus au secret. On vous traitera avec tous les égards dus à un prisonnier dont l'innocence peut paraître probable. » Albert s'inclina et remercia. Son gardien revint le prendre. « Qu'on fasse venir Gévrol, maintenant, » dit le juge à son greffier. Le chef de la sûreté était absent, on venait de le mander à la préfecture, mais son témoin, l'homme aux boucles d'oreilles, attendait dans la galerie. On lui dit d'entrer chez le juge. C'était un de ces hommes courts et ramassés sur eux-mêmes, robustes comme les chênes, bâtis à chaux et à sable, qui peuvent porter jusqu'à 3 pochets de blé sur leurs épaules bombées. Ses cheveux et ses favoris blancs faisaient paraître plus dur et plus foncé son teint hâlé, grillé, tanné par les intempéries des saisons, par le vent de la mer et par le soleil des tropiques. Il avait de larges mains, noires, dures, calleuses, avec de gros doigts noueux qui devaient avoir la puissance de pression d'un étau. À ses oreilles, de grandes boucles d'oreilles pendaient, soutenant un découpage en forme d'encre. Il portait le costume des pêcheurs et aisés de la Normandie lorsqu'il s'habille pour aller à la ville ou au marché. L'huissier fut obligé de le pousser dans le cabinet. Ce loup de la côte était intimidé et interdit. Il s'avança en se balançant d'une jambe sur l'autre avec cette démarche déhanchée des matelots qui, rompus au roulis et au tangage, sont surpris de trouver sous leurs pieds l'immobile plancher des vaches. Pour se donner une contenance, il tracassait son chapeau de feutre souple, décoré de petites médailles de plomb, ni plus ni moins que l'auguste casquette du roi Louis XI, de dévote mémoire, et ornée encore d'une de ces ganses de laine ronde que fabriquent les filles de campagne sur un métier primitif composé de 4 ou 5 épingles fichées dans un bouchon percé. M. Daburon le détailla et l'évalua d'un coup d'œil. On ne pouvait s'y tromper. C'était bien l'homme à figure de brique dépeint par le petit témoin de la jonchère. Impossible également de méconnaître l'honnête homme. Sa physionomie respirait la franchise et la bonté. « Votre nom » demanda le juge d'instruction. « Marie-Pierre Le Rouge. »« Êtes-vous donc parent de Claudine Le Rouge ?»« Je suis son mari, monsieur. »« Quoi ?
Le mari de la victime vivait et la police ignorait son existence. Voilà ce que pensa M. Daburon. À quoi donc servent les surprenants progrès de l'industrie humaine ? Aujourd'hui, lorsque la justice hésite, il lui faut, tout comme il y a 20 ans, une énorme perte de temps et d'argent pour obtenir le moindre renseignement. Il faut la croix et la bannière, en beaucoup de cas, pour se procurer l'état civil d'un témoin ou d'un prévenu. Le vendredi, dans la journée, on avait écrit pour demander le dossier de Claudine. On était au lundi et la réponse n'était pas arrivée. Cependant, la photographie existe. On a le télégraphe électrique. On dispose de 1000 moyens, jadis inconnus, et on ne les utilise pas. Tout le monde, reprit le juge, la croyait veuve. Elle-même prétendait l'être. C'est que, de cette manière, elle excusait un peu sa conduite. C'était d'ailleurs comme convenu entre nous. Je lui avais dit que je n'existais plus pour elle. Ah, vous savez qu'elle est morte victime d'un crime odieux ? Le monsieur de la police qui est venu me chercher me l'a dit, monsieur, répondit le marin, dont le front se plissa. C'était une malheureuse, ajouta-t-il d'une voix sourde. Comment ? C'est vous, un mari, qui l'accusez ? Je n'en ai que trop le droit, monsieur. Ah, défunt mon père, qui s'y connaissait autant, m'avait averti. Je riais quand il me disait « Prends garde, elle nous déshonorera tous ». Il avait raison. J'ai été, moi, à cause d'elle, poursuivi par la police. Ni plus ni moins qu'un voleur qui se cache et qu'on cherche. Partout où on me demandait, avec une citation, les gens devaient se dire « Tiens, il a donc fait un mauvais coup, et me voici devant la justice ». Ah, monsieur, quelle peine ! C'est que les Lerouge sont honnêtes de père en fils depuis que le monde est monde. Informez-vous dans le pays, on vous dira « Parole de Lerouge vaut écrit d'un autre ». Oui, c'était une malheureuse, et je lui avais bien dit qu'elle ferait une mauvaise fin. Vous lui aviez dit cela ? Plus de 100 fois, oui, monsieur. Et pourquoi ? Voyons, mon ami, rassurez-vous. Votre honneur n'est point en jeu ici. Personne n'en doute. Quand l'aviez-vous avertie si sagement ? Ah, il y a longtemps, monsieur, répondit le mari. Plus de 30 ans, pour la première fois. Elle était ambitieuse, jusque dans le sang. Elle a voulu se mêler des affaires des grands. C'est ce qui l'a perdue. Elle disait qu'on gagne de l'or à garder des secrets. Moi, je disais qu'on gagne de la honte. Et voilà tout. Prêter la main aux grands pour cacher leur vilainie en comptant que ça portera bonheur, c'est rembourrer son matelas d'épines avec l'espoir de bien dormir. Mais elle n'en faisait qu'à sa tête. Vous étiez son mari, pourtant, objecta Daburon. Vous aviez le droit de commander. Le mari hocha la tête et poussa un gros soupir. Hélas, monsieur, c'était moi qui obéissais. Procéder par bref interrogatoire avec un témoin lorsqu'on n'a même pas idée des renseignements qu'il apporte, c'est perdre du temps en cherchant à en gagner. On croit l'approcher du fait important, on l'en écarte. Mieux vaut lui lâcher la bride et se résigner à l'écouter, quitte à le remettre sur la voie lorsqu'il s'en éloigne trop. C'est encore le plus sûr et le plus court. C'est à ce parti que s'arrêta M. Daburon, tout en maudissant l'absence de Gévrol, qui, d'un mot, aurait abrégé de moitié cet interrogatoire dont le juge ne soupçonnait pas encore l'importance. « De quelles affaires s'était donc mêlée votre femme ?» demanda le magistrat. « Allons, mon ami, contez-moi cela bien exactement. Ici, vous le savez, on doit dire non seulement la vérité, mais encore toute la vérité. » Le rouge avait posé son chapeau sur une chaise. Alternativement, il se détirait les doigts, les faisait craquer à les briser, ou se grattait la tête de toutes ses forces. C'était sa manière d'aller à la rencontre des idées. « C'est pour vous dire, commença-t-il, qu'il y aura de cela 35 ans à la Saint-Jean. Je devins amoureux de Claudine. Dame, c'était une jolie fille, propre, avenante, avec une voix plus douce que le miel. C'était la plus belle du pays, droite comme un mât, souple comme l'osier, fine et forte comme un canot de course. Ses yeux pétillaient comme du vieux cidre. Elle avait des cheveux noirs, les dents blanches, et son haleine était plus fraîche que la brise du large. Le malheur est qu'elle n'avait rien, tandis que nous étions à l'aise. Sa mère, une veuve de 36 maris,
était, sauf votre respect, une pas grand-chose, et mon père était l'honnêteté vivante. Quand je parlais au bonhomme d'épouser la Claudine, il jura son grand juron, et 8 jours après, il m'embarquait pour Porto sur la goélette d'un voisin à nous, histoire de changer d'air. Je revins au bout de 6 mois, plus maigre qu'un tolet, mais plus amoureux qu'avant. Le souvenir de Claudine me desséchait à petit feu. C'est que j'en étais fou à perdre le boire et le manger. Et sans vous commander, m'est avis qu'elle m'aimait un brin, vu que j'étais un solide gars et que plus d'une fille me reluquait. Pour lors, le père, voyant que rien n'y faisait, que je dépérissais sans dire ouf et que je m'en allais tout doucettement rejoindre ma défunte mère au cimetière, se décida à me laisser passer ma folie. Un soir, comme nous revenions de la pêche et que je ne touchais pas au souper, il me dit « Épouse-la donc, ta carogne, et que ça finisse !» Je me rappelle bien cela, parce que, en entendant le vieux traiter mon amoureuse de ce nom, j'eus comme un éblouissement. J'aurais voulu le tuer. Ça ne porte pas bonheur de se marier malgré ses parents. Le brave marin s'égarait au milieu de ses souvenirs. Il ne causait plus, il dissertait. Le juge d'instruction essaya de le faire rentrer dans le bon chemin. « Arrivons à l'affaire, dit-il. J'y suis, monsieur le juge, mais il fallait bien commencer par le commencement. Je me mariais donc. Le soir, après la noce, les parents et les invités partis, j'allais rejoindre ma femme quand j'aperçus mon père tout seul dans un coin qui pleurait. Ça me serra le cœur et j'eus un mauvais pressentiment. Il passa vite. C'est si beau, les 6 premiers mois, quand on a une femme qu'on aime. On la voit comme à travers ces brouillards qui changent en palais et en église les rochers de la côte, si bien que les novices s'y trompent. Pendant 2 ans, sauf quelques castilles de rien, tout alla bien. Claudine me manœuvrait, comme un you-you. Ah, elle était futée. Elle m'aurait pris, lié, porté au marché et vendu, que je n'y aurais vu que du feu. Son grand défaut, c'était d'être coquette. Tout ce que je gagnais, et mes affaires marchaient fort, elle se le mettait sur le dos. C'était tous les dimanches parures nouvelles, robes, joyaux, bonnets, des affiquets du diable que les marchands inventent pour la perdition des femmes. Les voisins en jasaient, mais moi, je trouvais cela bien. Pour le baptême du fils qu'elle m'avait donné, qui fut nommé Jacques, du nom de mon père, j'avais, pour lui plaire, donné la volée à mes économies de garçon. Plus de 300 pistoles, que je destinais à acheter un pré qui m'endiablait, parce qu'il était enclavé dans des parcelles nous appartenant. Monsieur Daburon bouillait d'impatience, mais que faire ? « Allez, allez donc, disait-il, toutes les fois que le rouge faisait seulement mine de s'arrêter. Donc, poursuivit le marin, j'étais content assez. Lorsqu'un matin je vis tourner autour de chez nous un domestique de chez monsieur le comte de Commarin, dont le château est à 1/4 de lieue de chez nous, de l'autre côté du bourg. C'était un particulier qui ne me revenait pas du tout, un nommé Germain. On prétendait, comme cela, qu'il s'était mêlé de la faute de la Thomasine, une belle fille de chez nous qui avait plu au jeune comte et qui avait disparu. Je demandai à ma femme ce que lui voulait ce propre à rien. Elle me répondit qu'il était venu lui proposer de prendre un nourrisson. D'abord, je ne voulais pas entendre de cette oreille. Notre bien permettait à Claudine de garder tout son lait pour notre fils. Mais la voilà qui se met à dire les meilleures raisons. Elle se repentait, soi-disant, de sa coquetterie et de ses dépenses. Elle voulait gagner de l'argent, ayant honte de ne rien faire tandis que je me tuais le corps. Elle demandait à amasser, à économiser, pour que le petit ne fût pas obligé plus tard d'aller à la mer. On lui offrait un très bon prix, que nous pouvions mettre de côté pour rattraper en peu de temps les 300 pistoles. Le chien de pré dont elle me parla finit par me décider. « Elle ne vous dit pas, demanda le juge, de quelle commission on voulait la charger ? » Cette question stupéfia le rouge. Il pensa que c'est avec raison qu'on affirme que la justice voit tout et sait tout. « Pas encore, répondit-il, mais vous allez voir. 8 jours après, le piéton lui apporte une lettre où on lui demandait de venir à Paris chercher l'enfant. C'était un soir. « Bon, dit-elle, je partirai demain par la diligence. » Moi, je ne souillais mot. Seulement, au matin, quand elle fut parée pour le passage de la diligence, je déclarai que je l'accompagnerais.
Elle ne parut pas fâchée, au contraire. Elle m'embrassa et je fus ravi. À Paris, ma femme devait aller prendre le petit chez une madame Gerdy qui demeurait sur le boulevard. Nous convînmes avec Claudine qu'elle se présenterait seule et que je l'attendrais à notre auberge. Mais, elle partie, je me mangeais le foie dans cette chambre. Je sortis au bout d'une heure et j'allai rôder aux environs de la maison de cette dame. Je m'informai à des domestiques, à des gens qui sortaient, et j'appris qu'elle était la maîtresse du comte de Commarin. Cela me déplut si fort que, si j'avais été le maître, ma femme serait revenue sans ce bâtard. Je ne suis qu'un pauvre marin, moi, et je sais bien qu'un homme peut s'oublier. On est monté par la boisson. Quelquefois, on est entraîné par les camarades, mais qu'un homme ayant femme et enfant fasse ménage avec une autre et lui donne le bien des siens, je trouve cela mal, très mal. N'est-il pas vrai, monsieur ? Le juge d'instruction se démenait rageusement sur son fauteuil. Il pensait « Cet homme n'en finira donc pas !»« Oui, vous avez raison, 1000 fois, répondit-il. Mais trêve de réflexion. Avancez, avancez. » Claudine, monsieur, était plus entêtée qu'une mule. Après 3 jours de discussion, elle m'arracha un « amen » entre 2 baisers. Alors, elle m'annonça que nous ne retournerions pas chez nous par la diligence. La dame, qui craignait pour son petit la fatigue du voyage, avait arrangé qu'on nous reconduirait à petite journée dans sa voiture, et avec ses chevaux. C'est qu'elle était entretenue dans le grand genre. J'eus la bêtise de me réjouir, parce que cela me permettrait de voir le pays à mon aise. Nous voilà donc bien installés, avec les enfants, le mien et l'autre, dans un beau carrosse attelé de bêtes superbes, conduit par un cocher en livrée. Ma femme était folle de joie. Elle m'embrassait comme du pain et faisait sonner des poignées de pièces d'or. Moi, j'étais sot comme un honnête mari qui trouve dans son ménage de l'argent qu'il n'y a pas apporté. C'est en voyant ma mine que Claudine, espérant me dérider, se risqua à me découvrir la vérité vraie. « Tiens, me dit-elle. » Le rouge s'interrompit et, changeant de ton, « Vous comprenez, dit-il, que c'est ma femme qui parle. » « Oui, oui, poursuivez. » Elle me dit donc, en secouant sa poche, « Tiens, mon homme, nous en aurons comme ça jusqu'à plus soif, et voici pourquoi. Monsieur le comte, qui a un fils légitime en même temps que celui-ci, veut que ce soit ce bâtard qui porte son nom. Cela se peut, grâce à moi. En route, nous allons trouver dans l'auberge où nous coucherons monsieur Germain et la nourrice, à qui on a confié le fils légitime. On nous mettra dans la même chambre et, pendant la nuit, je dois changer les petits qu'on a exprès habillés l'un comme l'autre. Monsieur le comte donne pour cela 8000 francs comptants et une rente viagère de 1000 francs. « Et vous, s'écria le juge, vous qui vous dites un honnête homme, vous avez souffert un tel crime lorsqu'il suffisait d'un mot pour l'en empêcher ? » « Monsieur, de grâce, supplia le rouge. Monsieur, laissez-moi finir. » « Soit, allez. » Je n'eus pas, d'abord, la force de rien dire, tant la colère m'étranglait. Je devais être effrayant. Mais elle, qui pourtant avait peur de moi quand je me montais, partit d'un éclat de rire qui me déconcerta. « Que tu es bête, me dit-elle. Écoute-moi donc avant de t'enlever comme une soupe au lait. C'est le comte, entends-tu, qui enrage d'avoir son bâtard chez lui. C'est le comte qui paye pour le changer. Sa maîtresse, la mère de celui-ci, ne veut pas de ça. Si elle a eu l'air de consentir à la chose, cette femme, c'est qu'elle tenait à ne pas se brouiller avec son amant et qu'elle avait son plan. Elle m'a prise à part dans la chambre, et après m'avoir fait jurer le secret sur un crucifix, elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas s'habituer à l'idée de se séparer pour toujours de son enfant et d'élever l'enfant d'une autre. Elle a ajouté que si je consentais à ne pas changer les nourrissons sans en rien dire au comte, elle me donnerait à l'instant 10 000 francs et me garantirait une rente égale à celle du père. Elle m'a encore déclaré qu'elle saurait bien si je tenais ma parole, ayant fait faire à son petit un signe de reconnaissance ineffaçable. Elle ne me l'a pas montré, ce signe, et j'ai eu beau le chercher, je ne l'ai pas trouvé. Comprends-tu maintenant ? Je garde simplement ce petit bourgeois que voici. J'affirme au comte que j'ai fait l'échange. Nous empochons des 2 côtés. Et voilà Jacques riche.
Embrasse ta petite femme, qui a plus d'esprit que toi, mon homme. Voilà, monsieur, mot pour mot, ce que me dit Claudine. Le rude matelot tira de sa poche un immense mouchoir à carreaux bleus et se moucha à faire trembler les vitres. C'était sa façon de pleurer. Monsieur Daburon restait confondu. Depuis le commencement de cette malheureuse affaire, il marchait d'étonnement en étonnement. À peine avait-il mis ordre à ses idées sur un point que toute son attention était appelée sur un autre. Il se sentait dérouté. Qu'était-ce que ce nouvel incident si grave? Qu'allait-il apprendre? Il brûlait d'interroger vivement, mais le rouge, on le voyait, comptait péniblement, démêlant laborieusement ses souvenirs. Un fil bien ténu le guidait, la moindre interruption pouvait rompre ce fil et embrouiller les chevaux. « Ce que me proposait Claudine, continua le marin, était une abomination, et je suis un honnête homme. Mais cette femme me pétrissait à volonté, comme la pâte du pétrin. Elle me chavirait le cœur. Elle me faisait voir blanc comme neige ce qui était noir comme de l'encre. Je l'aimais, quoi. Elle me prouva que nous ne faisions de tort à personne et que nous assurions la fortune de Jacques. Je me tus. Le soir, nous arrivions à un village et le cocher nous dit, en arrêtant la voiture devant une auberge, que c'est là que nous coucherons. Nous entrons et nous voyons qui ? Cette canaille de Germain avec une femme portant un nourrisson si exactement habillé comme le nôtre que j'eus peur. Il voyageait comme nous dans une voiture du comte. Un soupçon me vint. Qui m'assurait que Claudine n'avait pas inventé la seconde histoire pour me calmer ? Elle en était certes capable. J'étais fou. Je consentais à une chose qui était mal, mais non à une certaine autre. Je me promis bien de ne pas perdre de vue notre petit bâtard, me jurant bien qu'on ne me l'escamoterait pas. En effet, je le gardais toute la soirée sur mes genoux, et, pour plus de sûreté, je lui avais noué mon mouchoir autour des reins en guise de remarque. Ah, le coup avait été bien monté. Après souper, on parla de se coucher, et il se trouve qu'il n'y a dans cette auberge que 2 chambres à 2 lits. C'était à croire qu'on l'avait fait bâtir exprès. L'aubergiste dit que les 2 nourrices coucheront dans une de ces chambres et Germain et moi dans l'autre. Comprenez-vous, monsieur le juge ? Ajoutez que toute la soirée j'avais surpris des signes d'intelligence entre ma femme et ce gredin de domestique. J'étais furieux. C'était la conscience qui parlait et que je faisais taire de force. Je sentais que j'agissais très mal et je m'en voulais à mort. Pourquoi n'y a-t-il que les coquines pour faire virer comme une girouette à tous les vents de leur coquinerie l'esprit d'un honnête homme ? Monsieur Daburon répondit par un coup de poing à démolir son bureau. Le rouge poursuivit plus vite. Moi, je repoussais cet arrangement, feignant d'être trop jaloux pour lâcher ma femme 1 minute. Il fallait en passer par où je voulais. La nourrice étrangère monta se coucher la première. Nous y allâmes, Claudine et moi, un moment après. Ma femme défit ses hardes et se coucha dans les draps avec notre fils et le nourrisson. Moi, je ne me déshabillais pas. Sous prétexte qu'en me couchant, j'exposerais les nourrissons, je m'installais sur une chaise devant le lit, décidé à ouvrir l'œil et à monter un quart un peu solide. J'avais soufflé la chandelle afin de laisser les femmes dormir. Moi, je n'y songeais guère. Mes idées m'ôtaient le sommeil. Je pensais à mon père et à ce qu'il dirait s'il apprenait jamais ma conduite. Vers minuit, voilà que j'entends Claudine faire un mouvement. Je retiens mon souffle. Elle se levait. Voulait-elle changer les enfants ? Maintenant, je sais que non. Alors, je crus que oui. Je me dressai hors de moi, et, la saisissant par le bras, je commençai à taper, et rudement, tout en lâchant ce que j'avais sur le cœur. Je parlais à pleine voix, comme sur mon bateau, quand le temps est gros. Je jurais comme un damné. Je menais un tapage affreux. L'autre nourrice poussait des cris à faire croire qu'on l'égorgeait. À ce vacarme, Germain accourt avec une chandelle allumée. Sa vue m'acheva. Ne sachant ce que je faisais, je tirai de ma poche un couteau catalan dont je me servais d'habitude, et empoignant le maudit bâtard, je lui traversai le bras avec la lame en disant « Au moins, comme cela, on ne le changera pas sans que je le sache. Il est marqué pour la vie. » Le rouge n'en pouvait plus. De grosses gouttes de sueur perlaient sur son front,
glissaient le long de ses joues et s'arrêtaient dans les rides profondes de son visage. Il haletait, mais le regard impérieux du juge le pressait, le harcelait, comme le fouet qui cingle les reins du nègre écrasé de fatigue. La blessure du petit était terrible, poursuivit-il. Elle saignait affreusement. Il pouvait en mourir. Je ne m'inquiétais que de l'avenir, de ce qui arriverait peut-être plus tard. Je déclarais que j'allais écrire ce qui venait de se passer et que nous signerions tous. Ce fut fait. Nous savions écrire tous quatre. Germain n'osa pas résister. Je parlais mon couteau à la main. Il mit son nom le premier, me conjurant seulement de ne rien dire au comte, jurant que pour sa part, il ne souillerait mot, faisant promettre à l'autre nourrice de se taire. « Et vous avez gardé cette déclaration ?» demanda M. Daburon. « Oui, monsieur, et comme l'homme de la police à qui j'ai tout avoué m'a recommandé de la prendre avec moi, je suis allé la retirer de l'endroit où je l'avais cachée. Et je l'ai là. Donnez ?» Le rouge sortit de la poche de sa veste un vieux portefeuille de parchemin attaché avec une lanière de cuir et en tira un pli jauni par les années et soigneusement cacheté. « Voici, dit-il, le papier n'a pas été ouvert depuis cette nuit maudite. » En effet, lorsque le juge le déplia, il vit tomber la cendre jetée sur les caractères fraîchement tracés pour les empêcher de s'effacer. C'était bien le récit bref de la scène décrite par le vieux marin. Les 4 signatures y étaient. « Que sont devenus, murmura le juge, se parlant à lui-même, les témoins qui ont signé cette déclaration ?» Le rouge crut qu'on l'interrogeait. « Germain est mort, répondit-il. On m'a dit qu'il s'était noyé dans une partie de plaisir. Claudine vient d'être assassinée, mais l'autre nourrice vit encore. Même je sais qu'elle a parlé de la chose à son mari, car il m'en a touché un mot. C'est un nommé Brossette, qui demeure au village de Comarin même. »« Et ensuite ?» demanda le juge qui avait pris le nom et l'adresse de cette femme. « Le lendemain, monsieur, Claudine parvint à me calmer et à m'extorquer le serment de garder le silence. L'enfant fut à peine malade, mais il garda une énorme cicatrice au bras. Madame Gerdy a-t-elle été avertie de ce qui s'était passé ? Je ne le crois pas, monsieur. Cependant, j'aime mieux dire que je l'ignore. » « Comment ? Vous l'ignorez ? » ?»« Oui, je vous le jure, monsieur le juge. Cela vient de ce qui est arrivé après. » »« Qu'est-il donc arrivé ? » Le marin hésita. « C'est que, monsieur, dit-il, c'est des affaires à moi, et... »« Mon ami, interrompit le juge, vous êtes un honnête homme, je le crois, j'en suis sûr. Mais une fois en votre vie, poussé par une mauvaise femme, vous avez failli. Vous êtes devenu le complice d'une bien coupable action. Réparez votre faute en parlant sincèrement. Tout ce qui se dit ici, et qui n'a pas trait directement au crime, reste secret. Moi-même, je l'oublie aussitôt. Ne craignez donc rien, et si vous éprouvez quelque humiliation, dites-vous que c'est la punition du passé. « Hélas, monsieur le juge, répondit le marin, j'ai été bien puni déjà, et il y a longtemps que ma peine a commencé. Argent mal acquis ne porte pas profit. En arrivant chez nous, j'achetais le malheureux pré plus cher que sa valeur. Le jour où je me suis promené dessus en me disant « Il est à moi », j'ai eu mon dernier contentement. Claudine était coquette, mais elle avait encore bien d'autres vices. Quand elle nous vit tant d'argent, ils éclatèrent tous comme un incendie qui couve à fond de cale quand on ouvre un panneau. D'un peu gourmande qu'elle était, elle devint porter sur sa bouche, sauf votre respect, à faire horreur. C'était chez nous une ripaille qui n'avait ni fin ni cesse. Dès que j'embarquais, elle s'attablait avec les plus mauvaises gredines du pays, et il n'y avait rien de trop bon ni de trop cher pour elle. Elle se prenait de boissons au point qu'il fallait la coucher. Là-dessus, voilà qu'une nuit qu'elle me croyait à Rouen, je reviens sans être attendue. J'entre, et je la trouve avec un homme. Et quel homme, monsieur! Un méchant gringalet honni de tout le pays, laid, sale, puant. Enfin, le clerc de l'huissier du bourg. J'aurais dû le tuer. C'était mon droit, comme une vermine qu'il était. Il me fit pitié. Je l'empoignai par le cou et je le jetai par la fenêtre sans l'ouvrir. Il n'en est pas mort. Alors je tombai sur ma femme, et quand je cessai de frapper, elle ne bougeait plus. Le rouge parlait d'une voix rauque et de temps à autre enfonçait sur ses yeux ses poings crispés.
Je pardonnais, continua-t-il, mais l'homme qui a battu sa femme et qui lui a fait grâce est perdu. Désormais, elle prit mieux ses précautions. Elle devint plus hypocrite. Et voilà tout. Dans l'intervalle, madame Gerdy retira son petit. Claudine ne fut plus retenue par rien. Protégée et conseillée par sa mère, qu'elle avait prise avec nous et qui était censée soigner notre Jacques, elle put me tromper pendant plus d'1 an. Je la croyais revenue à de meilleurs sentiments, et pas du tout. Elle menait une vie effroyable. Ma maison était devenue le mauvais lieu du pays, et c'est chez moi que les vauriens se rendaient après boire. Ils y buvaient pourtant encore, car ma femme faisait venir des paniers de vin et d'eau-de-vie, et tant que j'étais à la mer, on se saoulait pêle-mêle. Quand l'argent lui manquait, elle écrivait au comte ou à sa maîtresse, et ses orgies continuaient. Quelquefois, j'avais des doutes qui me travaillaient. Alors, sans raison, pour un non, pour un oui, je la battais jusqu'à plus soif. Puis je pardonnais encore, comme un lâche, comme un imbécile. C'était une existence d'enfer. Je ne sais pas ce qui me procurait le plus de plaisir, de l'embrasser ou de la rouer de coups. Tout le monde, dans le bourg, me méprisait et me tournait le dos. On me croyait complice ou involontairement dupe. J'ai su, plus tard, qu'on supposait que je tirais profit de la conduite de ma femme, tandis qu'au contraire, elle payait ses amants. En tout cas, on se demandait d'où venait tout l'argent qui se dépensait chez nous. Pour me distinguer d'un de mes cousins nommé le Rouge, on avait joint, à mon nom, un mot infâme. Quelle honte, monsieur! Et je ne savais rien de tant de scandales, non, rien. N'étais-je pas le mari? Par bonheur, mon père était mort. Monsieur Daburon eut pitié. « Reposez-vous, mon ami, dit-il. Remettez-vous. »« Non, répondit le marin, j'aime mieux faire vite. Un homme eut la charité de me prévenir, le curé. Si jamais celui-là a besoin de le rouge. » Sans perdre une minute, j'allais trouver un homme de loi, lui demandant comment doit agir un honnête marin qui a eu le malheur d'épouser une gourgandine. Il me dit qu'il n'y a rien à faire. Plaider, c'est publier à son de trompe son déshonneur, et une séparation n'arrange rien. Quand une fois on a donné son nom à une femme, me dit-il, on ne peut plus le reprendre, il lui appartient pour le restant de ses jours. Elle a le droit d'en disposer. Elle peut le salir, le couvrir de boue, le traîner de musicos en musicos. Le mari n'y peut rien. Cela étant, mon parti fut vite pris. Le jour même, je vendis le fatal pré et j'en fis porter l'argent à Claudine, ne voulant rien garder du pain de la honte. Je fis ensuite dresser un acte qui l'autorisait à administrer notre petit bien, mais qui ne lui permettait ni de le vendre ni d'emprunter dessus. Puis je lui écrivis une lettre où je lui marquais qu'elle n'entendrait plus parler de moi, que je n'étais plus rien pour elle et qu'elle pouvait se regarder comme veuve. Et dans la nuit, je partis avec mon fils. Et que devint votre femme après votre départ? Je ne puis le dire, monsieur. Je sais seulement qu'elle quitta le pays 1 an après moi. Vous ne l'avez jamais revue? Jamais. Cependant, vous étiez chez elle 3 jours avant le crime. C'est vrai, monsieur, mais c'est qu'il le fallait absolument. J'ai eu bien de la peine à la retrouver. Personne ne savait ce qu'elle était devenue. Heureusement, mon notaire a pu se procurer l'adresse de madame Gerdy. Il lui a écrit, et c'est comme cela que j'ai su que Claudine habitait la Jonchère. J'étais pour lors à Rouen. Le patron Gervais, qui est mon ami, m'offrit de me remonter à Paris sur son bateau, et j'acceptai. Ah, monsieur, quel saisissement lorsque je suis entré chez elle. Ma femme ne me reconnaissait pas. À force de dire à tout le monde que j'étais mort, elle avait sans doute fini par s'en persuader. Quand j'ai dit mon nom, elle est tombée à la renverse. La malheureuse, elle n'avait pas changé. Elle avait près d'elle un verre et une bouteille d'eau-de-vie. Tout cela ne m'apprend pas ce que vous veniez faire chez votre femme. C'est pour Jacques, monsieur, que j'y allais. Le petit est devenu homme et il veut se marier. Pour cela, il fallait le consentement de la mère. J'ai donc porté à Claudine un acte que le notaire avait préparé et qu'elle a signé. Le voici. Monsieur Daburon prit l'acte et sembla le lire attentivement. Au bout d'un moment, « Vous êtes-vous demandé, interrogea-t-il, qui pouvait avoir assassiné votre femme ?» Le Rouge ne répondit pas. « Avez-vous eu des soupçons sur quelqu'un ?» insista le juge.
Dame, monsieur, répondit le marin, que voulez-vous que je vous dise? J'ai pensé que Claudine avait fini par lasser les gens de qui elle tirait de l'argent comme de l'eau d'un puits. Ou bien qu'étant saoule, elle avait parlé trop. Les renseignements étaient aussi complets que possible. Daburon congédia le Rouge en lui recommandant d'attendre Gévrol qui le conduirait à un hôtel où il se tiendrait jusqu'à nouvel ordre à la disposition de la justice. « Vous serez indemnisé de vos dépenses », ajouta le juge. Le Rouge avait à peine tourné les talons qu'un fait grave, prodigieux, inouï, sans précédent, se produisit dans le cabinet du juge d'instruction. Constant, le sérieux, l'impassible, l'immobile, le sourd-muet Constant se leva et parla. Il rompit un silence de 15 années. Il s'oublia jusqu'à émettre une opinion. Il dit « Voilà, monsieur, une surprenante affaire. » Bien surprenante, en effet, pensait M. Daburon, et bien faite pour dérouter toutes les prévisions, pour renverser toutes les opinions préconçues. Pourquoi, lui, juge, avait-il agi avec cette déplorable précipitation? Pourquoi, avant de rien risquer, n'avait-il pas attendu de bien posséder tous les éléments de cette grave affaire, de tenir tous les fils de cette trame compliquée? On accuse la justice de lenteur, mais c'est cette lenteur même qui fait sa force et sa sûreté, qui constitue sa presque infaillibilité. On ne sait pas assez tout le temps que les témoignages mettent à se produire. On ignore ce que peuvent révéler de fait des investigations inutiles en apparence. Les drames de la cour d'assises n'observent pas les 3 unités, il s'en manque de beaucoup. Quand l'enchevêtrement des passions et des mobiles semble inextricable, un personnage inconnu, venu on ne sait d'où, se présente, et c'est lui qui apporte le dénouement. M. Daburon, le plus prudent des hommes, avait cru simple la plus complexe des affaires. Il avait agi comme pour un cas de flagrant délit dans un crime mystérieux qui réclamait les plus grandes précautions. Pourquoi? C'est que ses souvenirs ne lui avaient pas laissé la liberté de délibération, de jugement et de décision. Il avait craint également de paraître faible et de se montrer violent. Se croyant sûr de son fait, l'animosité l'avait emporté, et cependant, bien des fois, il s'était dit « Où est le devoir ?» Mais quand on en est réduit à ne plus distinguer clairement le devoir, c'est qu'on fait fausse route. Le singulier dans tout cela, c'est que les fautes du juge d'instruction provenaient de son honnêteté même. Il avait été égaré par une trop grande délicatesse de conscience. Les scrupules qui le tracassaient lui avaient rempli l'esprit de fantômes et l'avaient poussé à l'animosité passionnée par lui, déployée à un certain moment. Devenu plus calme, il examinait sainement les choses. En somme, grâce à Dieu, rien n'était irréparable. Il ne s'en adressait pas moins les plus dures admonestations. Le hasard seul l'avait arrêté. En ce moment même, il se jurait bien que cette instruction serait pour lui la dernière. Sa profession lui inspirait désormais une invincible horreur. Puis, son entretien avec Claire avait rouvert toutes les blessures de son cœur, et elles saignaient plus douloureuses que jamais. Il reconnaissait avec accablement que sa vie était brisée, finie. Un homme peut se dire cela quand toutes les femmes ne lui sont rien, hormis une seule qu'il ne peut espérer posséder. Trop religieux pour songer au suicide, il se demandait avec angoisse ce qu'il deviendrait plus tard, quand il aurait jeté aux orties sa robe de juge. Puis il revenait à l'affaire présente. Dans tous les cas, innocent ou coupable, Albert était bien le vicomte de Commarin, le fils légitime du comte. Mais était-il coupable? Évidemment non. « J'y songe !» s'écria tout à coup le juge. « Il faut que je parle au comte de Commarin. Constant, faites passer à son hôtel, qu'il vienne à l'instant. S'il n'est pas chez lui, qu'on le cherche. » M. Daburon allait avoir un moment difficile. Il allait être forcé de dire à ce vieillard « Monsieur, votre fils légitime n'est pas celui que je vous ai dit, c'est l'autre. » Quelle situation! Non seulement pénible, mais voisine du ridicule. Le correctif, c'est que cet autre, Albert, était innocent.
À Noël aussi, il faudrait apprendre la vérité. Le précipiter à terre après l'avoir élevé jusqu'aux nues. Quelle désillusion! Mais sans doute le comte trouverait pour lui quelque compensation. Il la lui devait bien. Maintenant, murmurait le juge, quel serait le coupable? Une idée traversa son cerveau qui d'abord lui parut invraisemblable. Il la rejeta, puis la reprit. Il la tourna, la retourna, l'examina sous toutes ses faces. Il s'y était presque arrêté lorsque M. de Commarin entra. Le messager de M. Daburon lui était arrivé comme il allait descendre de voiture, revenant avec Claire de chez Madame Gerdy.